Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, désormais, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, le débrief d'une journée intense en termes de flux de nouvelles, à commencer par la croissance américaine. Première estimation pour le 3e trimestre. On attendait une croissance américaine en perte de vitesse. C'est bien ce qu'on voit dans la première estimation, avec 2% de croissance en rythme trimestriel annualisé pour la croissance américaine, après un deuxième trimestre qui était à plus de 6,5%, 6,7% de mémoire pour le deuxième trimestre. Donc on a bien cette décélération de la croissance américaine. Toujours lié au problème d'offre, la demande est toujours là, l'offre ne suit pas et c'est ce qui explique sans doute en grande partie cette décélération de la croissance américaine au T3. Du côté des politiques monétaires, beaucoup de réunions de banque centrale sont concentrées dans les prochains jours. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle bien sûr de la Banque centrale européenne. Une réunion qui est une réunion transitoire vers la réunion du mois de décembre qui sera une réunion de prise de décision en matière de stratégie de politique monétaire pour 2022. Tout ça a été confirmé par Christine Lagarde aujourd'hui. On notera néanmoins que du côté des marchés obligataires, en lien avec la BCE, mais on a vu hier la Banque du Canada également qui accélérait son programme de resserrement monétaire. La semaine prochaine, la Banque d'Angleterre qui se prépare à monter les taux. On voit que les marchés obligataires sont en train de s'agiter justement sur le thème du virage des banques centrales qui commence à devenir assez précis aujourd'hui. On en parlera bien sûr avec nos invités de Planète Marché. Et puis on s'intéressera au risque d'Armageddon pour les spécialistes de la publicité en ligne. C'est l'Armageddon pour les business models de publicité en ligne, avec la modification des paramètres de confidentialité d'Apple qui commence à faire des vagues. On l'a vu dès la semaine dernière avec le titre Snap qui s'est effondré de 25% après sa publication de résultats. On a vu Twitter également affecté dans une certaine mesure. Le titre a décroché de 10% ces dernières heures. Facebook aussi fragilisé peut-être par les changements de paramètres de confidentialité d'Apple. Bref, est-ce que c'est une remise en cause profonde du modèle de ciblage publicitaire de ces plateformes et de ces applications qui vivent notamment sur l'operating system d'Apple? C'est une question qu'on ouvrira et qu'on se posera à 17h45 dans le cadre thématique de Smart Bourse avec les équipes de Cantologie Capital Management. Journée intense en termes de flux de nouvelles donc, et un CAC 40 qui va terminer positivement cette séance. Le résumé complet avec Alix Nguyen. Et c'est un statu quo accueilli chaleureusement à la Bourse de Paris. La BCE maintient toutes ses mesures de soutien à l'économie, et ce malgré la forte poussée de l'inflation en zone euro. Un choix qui renvoie à décembre la décision d'une normalisation progressive de la politique monétaire. Lors de son allocution, la présidente de la Banque centrale, Christine Lagarde, a évoqué une poussée inflationniste en Europe plus longue que prévu, dont elle envisage le déclin au cours de l'année 2022. Les rachats de dettes dans le cadre du programme PEPP vont durant l'automne se poursuivre, mais à un rythme légèrement plus faible par rapport aux 2 précédents trimestres. Aux États-Unis, selon la première estimation du département du commerce, au 3e trimestre, la croissance a ralenti à 2% en rythme annualisé, contre 6,7% sur la période avril-juin. Les inscriptions au chômage ont quant à elles diminué de 10 000 à 281 000 sur la semaine au 23 octobre. Et puis un florilège de publications d'entreprises aujourd'hui, des secteurs qui vont de l'aéronautique à l'énergie, en passant par l'automobile, la santé et la technologie. Le stock 600 associé progresse grâce aux bonnes performances de Dassault Systèmes, Capgemini et ST Microelectronics. La bourse de New York a ouvert en hausse, toujours soutenue par l'augmentation des bénéfices de grands groupes. Elle l'emporte sur le chiffre décevant de la croissance économique. On rappelle que ce soir, on attend les résultats d'Apple et Amazon. Plus forte hausse du CAC, Capgemini bondit. Le groupe relève ses perspectives pour l'exercice 2021 alors que son activité a fortement progressé
progresser. ST Microelectronics grimpe. Le fabricant de semi-conducteurs relève légèrement sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, après des objectifs atteints au troisième trimestre. Une hausse franche aussi pour Dassault Systèmes. L'éditeur de logiciels relève également ses objectifs. Et puis la plus forte baisse du jour revient à Unibail-Rodamco-Westfield. Sa publication fait pourtant apparaître un taux de recouvrement des loyers en nette progression. Le taux de vacances globales s'est lui aussi amélioré grâce entre autres à une meilleure occupation de ses centres commerciaux aux États-Unis. Demain, BNP Paribas, Essilor, Luxottica et Safran présenteront leurs chiffres d'affaires ou résultats trimestriels. On attend aussi les chiffres du PIB et de l'inflation en zone euro et puis les dépenses des ménages américains. Tendance, mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché au terme d'une journée intense, je le disais, en termes de flux de nouvelles. Julien Nebenzal est avec nous en plateau. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes président de Futuriem. Merci à Sébastien Lalvé de nous accompagner également. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Directeur général de la financière Arbevel, et Zakaria Darwish avec nous également ce soir, gérant taux et crédit chez CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. La Banque Centrale Européenne, c'était un des grands rendez-vous du jour. Zakaria, je commence avec vous. Quels pouvaient être les objectifs de cette réunion pour Christine Lagarde et quels sont les résultats à l'arrivée ? Alors l'objectif, il était clair, il a été défini même à la réunion d'avant, c'est de faire passer le temps en attendant la réunion de décembre. Et surtout les nouvelles projections du staff de la BCE. À en juger par la réaction sur le marché, le bilan n'a pas été, cet objectif-là n'a pas été atteint, parce qu'on voit un fort mouvement sur les marchés de taux, traduisant une certaine défiance à l'égard des projections macroéconomiques de la Banque Centrale Européenne, et en particulier sur le scénario d'inflation. La BCE avance que cette inflation est transitoire. Elle avance pour cela trois facteurs identifiés, l'énergie, l'effet de base et la dynamique entre l'offre et la demande. Quand on regarde les pricing de marché et quand on voit que les marchés s'attendent à ce que la BCE relève 2 fois ses taux l'année prochaine, on se dit qu'il y a un sujet majeur, c'est un sujet de crédibilité. Ouais. C'est-à-dire qu'un des objectifs implicites de cette réunion, pour passer le temps, comme vous dites, Zakaria, c'était quand même de voir Christine Lagarde réagir à ce qu'on appelle le pricing de marché, qui a beaucoup évolué ces dernières semaines et qui indique, comme vous le soulignez, que le marché anticipe que la BCE pourrait être en position de commencer à remonter ses taux dès la fin d'année 2022. Christine Lagarde nous dit que ce n'est pas du tout dans la feuille de route de la Banque Centrale Européenne. Néanmoins, au moment où on se parle, après la conférence de Christine Lagarde, le marché continue et persiste et signe d'une certaine manière dans l'idée que la BCE va peut-être remonter ses taux beaucoup plus tôt que prévu. Voilà, exactement. Quand on entend Christine Lagarde, elle a avancé plein d'arguments pour justifier que la BCE ne montera pas ses taux, mais on ne peut être que surpris par sa sortie où elle dit que ce n'est pas son job, ce n'est pas son rôle que de dicter, que d'avoir une vue sur les attentes de marché. Alors que fondamentalement, c'est l'un des rôles clés d'une banque centrale. On lui demande, est-ce que le marché est complètement à côté de la plaque quand il intègre des premières hausses de taux de la BCE en 2022 ? Elle dit, c'est pas à moi de dire. Oui, effectivement. Et ça ne va pas sans nous rappeler sa première réunion en tant que présidente de la BCE, où elle a dit que ce n'était pas à la Banque centrale d'intervenir sur les spreads entre les pays européens, alors que c'est le sujet même de l'intégration européenne et de la non-fragmentation et de la vie de l'euro en tant que devise unique. Est-ce que c'est une... Alors, on parle de la Banque centrale et on est des commentateurs, des observateurs. Effectivement, c'est une position très facile. Je veux remettre les choses à leur place. Et personne n'a envie d'être banquier central aujourd'hui. C'est un job très compliqué. Mais est-ce qu'il y a là pour vous une erreur de communication ou est-ce qu'il y a quelque chose de volontaire dans cette communication aujourd'hui menée par Christine Lagarde ? Non, clairement, mon point de vue, c'est que... sa sortie sur le fait que la Banque centrale n'a pas à commenter les pricing de marché est très discutable. Sur tout le reste, on le voit pendant toute la conférence de presse et tout au long des questions, il y a un sujet clé qui revenait, c'est ce décalage entre la vue de la Banque centrale comme quoi l'inflation est transitoire
Et l'attente de tout le marché dit non, mais en fait, la BCE se trompe là-dessus. Ouais. Et en fait, pour elle, le plus gros challenge maintenant, c'est un sujet de crédibilité, d'autant plus qu'on voit d'autres banques centrales ont un peu, vous m'excuserez l'expression, ils ont un peu retourné leur veste en se disant non, ben finalement on va arrêter le QE, enfin leur soutien quantitatif, on va relever les taux plus tôt que prévu. Et c'est dans ce contexte-là que la mission de Christine Lagarde était plus difficile aujourd'hui. C'est ça, c'est ce qui rend compliqué la tâche de la Banque Centrale Européenne de Christine Lagarde, c'est qu'autour d'elle, beaucoup de petites mais grandes banques centrales également sont en train, comme vous dites, d'accélérer leur programme de resserrement de politique monétaire. Tout à fait. Aux États-Unis, on voit que maintenant, on est presque préparé à un recul de soutien monétaire en novembre. Le plus marquant a été quand même la Banque du Canada, parce qu'elle a pris le marché par surprise en disant bon, je révise mes prévisions de croissance potentielle, et donc suite à cela, je fais un constat. La réaction, c'est que j'ajuste immédiatement mes programmes de soutien à l'économie. Et donc dans ce contexte-là, on se dit alors même si une banque centrale, même si la BCE ne dit aujourd'hui je ne vais pas relever mes taux, voici ma projection, j'ai une vision qui est plutôt sur une inflation, un objectif d'inflation symétrique. Il y a des inconnus. Les inconnus, il y a l'énergie. On ne sait pas vraiment si les problèmes de chaîne de supply chain, chaîne de valeur, chaîne de production, est-ce qu'ils vont disparaître demain ou pas? Et puis, on s'attend à une croissance des salaires qui est faible, mais ça reste quand même une inconnue dans le futur. Et le marché, ce qu'il est en train de dire, c'est que si demain, finalement, la BCE s'est trompée, c'est simple pour elles, elles vont juste relever ses taux. On a plusieurs éléments aujourd'hui, plusieurs chiffres qui sortent et qui nous font penser que cette inflation va être plus transitoire que annoncée. De l'aveu même de la BCE. Elle va durer plus longtemps. Elle va ça durer, voilà, d'accord. Ok. Et donc, on se dit que finalement, il y a un risque, même si la BCE ne dit pas qu'elle va relever ses taux, il y a un risque que les chiffres que la BCE regarde, elle se soit trompée sur ces projections-là. Et donc, moi, en tant que participant de marché, il faut que j'intègre cette probabilité, il faut que j'intègre ce risque dans mes anticipations. Exactement ça. Et c'est ça ce que relève ce pricing de marché aujourd'hui. Bon. Julien Nebenzal, alors on en discutait avant l'émission, vous avez écouté vous aussi Christine Lagarde, qu'est-ce que vous en retenez et qu'est-ce que la situation, notamment quand on regarde le marché obligataire, vous évoque aujourd'hui? Oui, je vous disais avant l'émission que j'ai écouté et en général je comprends à peu près, j'ai pas tout compris cette fois-ci. Voilà. J'ai trouvé que c'était pas si clair que ça en fait. Et on aurait pu, mon poète naïf, on aurait pu commencer par reconnaître que l'inflation est enfin là, parce que si on regarde les 5 dernières années, c'était quand même le souhait des banquiers centraux et surtout de la Banque Centrale Européenne. Parce que le risque, la situation déflationniste dans laquelle était l'Europe, c'était un vrai sujet. Et quand on écoute, c'est là où je trouve que c'est pas très clair, mais les éléments qui justifient la dynamique de hausse de prix n'ont rien à voir avec la politique monétaire. Et ça, c'est quand même... Donc, que dire par rapport à cette situation? Ce qui se passe en ce moment n'est pas du fait de la politique monétaire. Et pourtant, on attend la politique monétaire sur le contrôle de cette chose, qu'elle n'a donc probablement pas déclenchée. Alors évidemment, tout le monde a en tête Volcker 79, la capacité des banquiers centraux à éradiquer l'inflation du jour où ils l'ont décidé, etc. Mais il y a quand même des économistes, et Galbraith en tête, qui ont dit qu'il y a peut-être plus une coïncidence dans le recul des prix de l'énergie qui a alimenté une désinflation, plutôt que l'effet pur à 100%. Alors évidemment, quand les taux montent, l'activité ralentit, et forcément, ça n'est pas inflationniste, ça c'est acquis. Mais de dire que les banques centrales sont capables de maîtriser l'inflation, c'est quelque chose qu'on croit, mais qui n'est pas si acquis que ça. Voilà. Alors, ce que j'ai entendu, et je pense que c'est ce qui génère beaucoup de nervosité, c'est que l'inflation n'est plus transitoire, puisque le terme a quasiment disparu. Je crois que même dans le statement préliminaire, la publication des éléments consensuel au sein du Conseil des gouverneurs, oui, il y a une phrase clé qui décrivait l'inflation comme étant essentiellement de nature transitoire qui a été droppée. Donc l'inflation n'est pas forcément une conséquence de la politique monétaire et elle n'apparaît pas nécessairement comme transitoire. Donc que peut faire un marché financier face à ça? Il peut redouter que la Banque centrale se mette à réagir. C'est une chose et ce qui explique peut-être ce qu'on voit en ce moment.
Il y a un autre élément qu'il faut, à mon avis, mettre en face, c'est la cohérence des banques centrales en elles. Parce que là, on a été très contents pendant la pandémie de voir que les États se coordonnaient à peu près pour assurer des dépenses budgétaires qui permettent de passer le choc pandémique, et que les banques centrales, évidemment, étaient là pour soutenir ces dépenses et pour préserver les marchés obligataires d'un éventuel dérapage. Tout le monde s'est mis à l'unisson. Mais la Banque centrale américaine, qui guide quand même les choses, est en train, elle, de dire qu'elle va plutôt accélérer son processus de normalisation. Enfin, c'est ce qui était encore entendu il y a quelques jours. Donc la Banque centrale européenne ne peut pas se mettre tellement à l'écart de ça. Alors il faut trouver la combinaison de dire il y a une inflation qu'on voulait, mais finalement elle n'est pas si transitoire parce qu'elle est liée à des choses qui sont intimes dans l'économie, qui ne sont pas du ressort de la politique monétaire. Mais pour autant, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour tout de suite. C'est un exercice qui est très compliqué et qui peut aboutir à un discours confusant. J'ai trouvé que le discours était un petit peu confusant pour écouter la Banque centrale européenne. Bon, Sébastien, qu'est-ce qui vous intéresse là? Parce que ça bouillonne de partout du côté des banques centrales. Et on voit bien que le virage, ça va être compliqué de ne pas prendre le virage d'une certaine manière. D'un autre côté, c'est une période compliquée. Donc, faut voir d'où on vient. On a eu un stop and go de l'économie comme on n'en a jamais eu, qui n'était pas lié à une crise économique classique, cyclique, comme on en a connu, mais à un choc pandémique qui n'est pas fini. Et donc un stop and go, et dans les industries, parce que dans les boîtes de services ça va, mais dans les industriels où vous avez toute une chaîne logistique qui a été interrompue avec des aides qui n'ont pas été réparties entre tout le monde de façon équivalente, vous avez dans la chaîne de valeur des ruptures qui doivent se remettre en route. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez aussi toute une chaîne logistique qui est le fruit d'années de mondialisation ininterrompue où le prix était le seul critère et où on pensait que la logistique était quelque chose c'était évident. Une commodité. Une commodity, c'est-à-dire que si je commande, c'est plus loin quand c'est en Chine, mais enfin si je le commande maintenant, je l'aurai à l'heure prévue. C'est absolument pas le cas. Donc on se retrouve avec un stop and go, avec une chaîne logistique extrêmement compliquée, de la géopolitique qui n'a jamais été aussi un sujet important entre la Chine et les États-Unis, où la Chine a des moyens de levier intérieurs. Intérieur, on le voit, parce qu'il y a une reprise en main du pays sur plein de sujets, c'est pas le débat maintenant, mais... Et un sujet géopolitique, parce qu'ils maîtrisent le magnésium, ils maîtrisent les terres rares, enfin, il y a plein de trucs sur lesquels ils font ce qu'ils veulent. Une politique vis-à-vis du Covid, qui est la leur, qui est zéro Covid, même si c'est dans un port, donc même si vous avez 25 cas, 25 ou 30 cas, là, c'est ça qui... Ouais, mais si vous avez, la dernière fois que j'ai parlé avec Clasquin, qui est une société de logistique, il me disait, il y a un mois, qu'il y avait 290 super bateaux géants qui attendaient à l'extérieur des ports en Chine, parce que les ports étaient fermés dès qu'il y avait un cas de Covid pendant une semaine. Donc, plus je vous passe les semi-conducteurs, les machins, les trucs, donc... Évidemment qu'il y a de l'inflation, parce qu'il n'y a juste pas les produits. Oui. Donc face à ça, et plus les matières premières, plus la transition énergétique. D'accord, mais là, attention, parce qu'il y a quand même différents horizons de temps. Le coût du fret, il a marqué des pics, il est en train de commencer à baisser. Les prix de certaines matières premières sont quand même aussi en train de commencer à refluer. Est-ce qu'on n'est pas au climax, justement, de ces tensions, de ces pénuries? Enfin, en tout cas, dans l'anticipation que le marché peut en faire. Et est-ce que là, on ne fait pas une erreur fondamentale, justement, en abandonnant l'idée transitoire de l'inflation au moment où, peut-être, elle est en train de passer son pic? Après... En fait, les sociétés, c'est pour ça que moi j'aime bien la microéconomie, voir les sociétés, parce que les cas sont tous différents. Il y a des gens qui vous expliquent que, certes, le container est passé de 1 500 à 20 000 $ Asie-Europe, mais la boîte Intel va dire, mais moi je m'en fous, parce que moi j'ai contractualisé de façon annuelle à 3 000. Donc quand ça valait 1 500, j'étais pas bien parce que les gens étaient au spot, mais moi j'ai contractuellement 3 000, donc je m'en fous de la hausse. Mais sauf que toutes ces histoires, c'est comme les gens qui vous disent qu'ils sont couverts sur l'énergie. Vous êtes couverts sur l'énergie pendant 3 mois, 6 mois. Bien sûr. Donc tout ce qu'on vit en ce moment est le reflet de décisions qui ont pu être prises au niveau protection, couverture, il y a quelques mois. Le vrai sujet, le vrai impact, c'est 2022. Donc tout ce qu'on dit... C'est en 2022 qu'on va le voir. Donc je fais le lien avec les publications du 3e trimestre des entreprises, qui sont non seulement rassurantes, mais voire bonnes, voire très bonnes. Vous dites, en fait, on n'a pas du tout encore le plein impact de ces ruptures d'approvisionnement, de pénurie. C'est minimum T4, voire T1, T2 2022. Bien sûr,
Après, il y a des sociétés qui s'engagent pour l'année prochaine, qui dans le wording, dans ce qu'elles racontent, mettent des bémols, ou il y a celles qui en mettent et celles qui en mettent pas. Mais évidemment, tout ça, c'est... Le problème des marchés financiers, c'est que ça vient un sujet où ils sont obsédés par un truc, mais l'économie en général, c'est un peu le temps long. Hein. Mmh. Donc le marché est focalisé sur les publications maintenant, mais le vrai impact, c'est pas forcément maintenant, c'est après. Donc il y a un problème de temporalité extrêmement important. Mais donc voilà, donc en réalité, on verra. Les gens de la logistique vous disent que ça ne s'ajustera pas avant le nouvel an chinois au plus tôt. Mais ça veut dire que les banquiers centraux ont raison d'être beaucoup plus équilibrés dans leur discours vis-à-vis de l'inflation, si je suis ce raisonnement. Oui, et tout est en même temps. La transition énergétique est inflationniste. Il y a énormément de choses qui sont structurellement inflationnistes. Après, en fait, le vrai sujet, je termine là-dessus, le vrai sujet, c'est le pricing power. Quelles sont les sociétés qui sont capables de vous dire, je vendais 100, maintenant je vends 105 et c'est comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Sur les prix de marché, alors qui sont emblématiques peut-être des ruptures Covid, Julien, oui, il y a des, je sais pas, le prix du fret, le prix de certains métaux très utilisés justement, qui sont des baromètres justement de ces tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Est-ce que vous avez l'idée là aussi qu'on a atteint des sommets et que qu'on est en train de passer ces sommets peut-être ? Alors, c'est une question, et je dois prendre le terme temporalité aussi, pour une question comme ça. Sont apparus, si on se réfère à la dynamique des prix en analyse technique, sont apparus très récemment quelques signaux qui montrent qu'on a peut-être un sommet local sur beaucoup de matières premières. Donc, pour reprendre les remarques que vous faisiez, est-ce qu'on est aujourd'hui à un moment où peut-être ça va se tasser ? La réponse est oui, il y a cette possibilité. Ceci étant, ça s'inscrit dans le cycle du prix des matières premières, qui est un cycle sur lequel tous ceux qui apprécient les cycles travaillent, qui a commencé sur les matières premières agricoles il y a 300 ans et qu'on connaît mieux sur les prix industriels et énergétiques. C'est un cycle qui fait environ 54 ans, mais surtout ce qui est important, c'est qu'il a, dans sa phase ascendante la plus prégnante, il a trois périodes d'environ 9 ans. On sait que ça a commencé au plus bas du pétrole entre 1999 et 2000, et on devait avoir un premier sommet environ 9 ans plus tard. 2008. C'est en 2008. Voilà. $150 le baril. Voilà. Et on devait avoir un creux environ autour de 2016-2017. C'est à peu près ce qui s'est passé. Je fais l'économie du petit passage sous $0 en quelque sorte du pétrole en 2020. Et donc on est depuis ce moment-là, on va dire depuis 2016-2017, par là, on est dans la troisième phase ascendante de 9 ans. Et cette phase est la plus émotionnelle, la plus traumatique, c'est la plus virulente. Et c'est celle qui, normalement, apporte le fond d'inflation des économies qui subissent en fait cette dynamique. Quand je dis le fond d'inflation, c'est qu'après, il y a ce qu'on appelle les effets second tour, les effets d'entraînement qui se mettent en place. Mais là, au moins, sur les matières premières, on a ça. Alors, c'est-à-dire que quand on dit aujourd'hui, oui, les matières premières, ça devrait se calmer un petit peu, je le dis bien volontiers, je viens de vous répondre, mais je ne vais pas parier du tout. Mais sur les prochaines années, vous dites... Les matières premières, c'est plus un sujet. Je comprends. Voilà. Et c'est pour ça, quand vous rajoutez, et à juste titre, le coût de la transition énergétique, parce que ça, c'est une décision politique quasiment universelle, qui est actée partout, qui va passer d'une manière ou d'une autre, les déterminants d'une inflation soutenue dans les prochaines années sont vraiment là. Voilà. Ça me paraît assez clair, ce point-là. Et donc, il y a une fenêtre de tir là, pour les banques centrales qu'il ne faut pas rater d'une certaine manière ? C'est maintenant ou jamais Oh non, ça va être très... Alors là, autant la manière dont les cycles se reproduisent, c'est quelque chose qu'on sait étudier. La manière dont les réactions vont se faire, que ce soit dans la communauté financière ou dans les sociétés, c'est quelque chose qui prend des différents aspects. Je n'ai aucun avis là-dessus. Ce que je disais quand même tout à l'heure, c'est que l'idée que les banques centrales sont à la fois capables de générer de l'inflation ou de la retirer, c'est une idée qu'il faut quand même modérer, à mon avis. Voilà. Les choses ne se font pas nécessairement, enfin, pas toujours, par je dirais la puissance des outils des banques centrales. Ça se fait par des phénomènes beaucoup plus intimes de l'économie. Zakaria, alors je veux bien, on dira un petit mot peut-être de la croissance américaine, mais plus on voit de banques centrales agressives justement sur l'idée il faut sortir des politiques extra accommodantes et revenir à quelque chose d'un peu plus rigoureux, plus on voit les taux longs baisser d'une certaine manière.
Enfin, je veux dire, le 10 ans américain est retombé à 1,55. On a péniblement atteint 1,70 là au cours des dernières semaines. Et puis on voit des phénomènes d'aplatissement. Alors sur des parties très longues de la courbe qu'on regarde jamais d'habitude parce que ça bouge pas. Le 30 ans américain, il bouge généralement très très peu. Mais là, on voit des phénomènes d'aplatissement de courbe sur des horizons de temps très très longs. Est-ce qu'il faut déjà donner un peu de signification à ces mouvements ou est-ce que c'est vraiment, je sais pas, de la technique de marché d'une certaine manière, ou est-ce qu'il y a quand même matière à extraire des enseignements de ce que nous dit le marché là? Alors il y a une partie technique qui est liée au fait qu'il y a des acheteurs naturels sur ces segments de courbe qui sont les fonds de pension. Mais ils sont là tout le temps, j'ai envie de dire. Donc il peut avoir un impact marginal quand les taux montent, et du coup ils en rachètent un peu plus parce que le coût d'opportunité est plus intéressant. Mais ce que l'on voit, en fait, le phénomène que l'on voit aujourd'hui, et surtout l'amplitude, cet écart entre les taux courts et les taux longs, laisse penser qu'il y a un pricing de marché qui se met de plus en plus en place, que les banques centrales vont être en retard sur la partie inflation, vont devoir resserrer leur politique monétaire de façon tellement importante. Et c'est pour ça que, par exemple, si tu es les États-Unis, on voit, en fait, c'est la partie 2 ans. Le taux 2 ans, on l'a oublié, en fait. Mais pendant des années, on l'a oublié. Il était à 0,20, 0,15. Il bouge de 5 points de base maximum. Parce que c'est celui sur lequel les banques centrales ont le plus de contrôle, d'une certaine manière. Parce qu'on avait aussi la conviction qu'il n'y a pas de sortie de politique monétaire accommodante pour l'instant. Et c'était même pas dans le sujet. Et là, boum, il prend 25 points de base. C'est un mouvement qui est très marquant. Mais si en même temps, en fait, on a les taux longs qui sont plutôt stables, voire ils sont en train de baisser, ça traduit le fait que la Banque centrale resserre ses conditions monétaires, ce qui a un impact sur le long terme double. Le premier qui était recherché, c'est de ralentir l'inflation, et 2, c'est de peser sur la croissance, et on réfléchit déjà au prochain cycle, à la prochaine phase de cycle, où on a un ralentissement, voire on rentre la prochaine récession qui arrive. Et ça, c'est vraiment, en fait, c'est le billard à 4 balles, à 4 bandes. Parce qu'en fait, il y a énormément d'incertitudes, comme on le soulignait. Sur un horizon plus long, il y a beaucoup plus de choses qui vont rentrer en compte. Des facteurs que l'on connaît, la transition énergétique. Si on raisonne sur le cas américain, il y a par exemple le plan dont on discute depuis une année déjà, mais qui peut entrer et qui va avoir certainement des impacts structurels. Donc en fait, il y a des inconnus, il y a des choses qu'on ne connaît pas qui vont. Donc en fait, raisonner de cette façon-là est quand même surprenant en fait en termes de réaction de marché. Ouais, je comprends. C'est aller un peu trop vite en besogne, voilà, de cette manière, pour dire les choses. Sur la question immédiate de la croissance américaine, là, est-ce que la perte de vitesse de croissance au troisième trimestre, est-ce que tout le monde avait quand même un peu identifié ces derniers temps? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est inquiétant pour la suite? Ou est-ce que c'est juste un petit passage à vide normal? J'ai envie de dire que c'est un thermomètre de la situation actuelle. Un thermomètre dans le sens où c'était surtout le deuxième trimestre qui était exceptionnel, parce qu'on avait l'échec au ménage, donc ça a boosté la consommation. Et troisième trimestre, qu'est-ce qu'on a? On a le cas Delta, donc ça pèse un peu. Oui. On a le blocage des chaînes logistiques. Ça bloque beaucoup, tant en consommation par les ménages que par les entreprises. Et on voit ce facteur-là vraiment baisser fortement, en particulier sur les voitures, moins 50%. Et en fait, en même temps, ça montre qu'il y a des choses qui... Enfin, on est sur une situation qui est instable. Le thermomètre, ce qu'il montre aussi, c'est que, en fait, il y a sur les 2% de croissance, il y a une contribution de 2,1% des stocks. Donc en fait, en même temps, on est en train de dire qu'il n'y a pas assez de stocks pour vendre des choses, et en même temps, on est en train de reconstituer des stocks de l'autre côté. Donc on est quelque part dans une phase transitoire, et que l'économie, elle subit le contre-choc, enfin le décalage entre justement le soutien fiscal du deuxième trimestre et actuellement, et subit aussi le fait que il y a tous ces sujets qui restreignent l'offre et qui ont un impact sur le PIB actuellement. Et on imagine que ça va réaccélérer un peu? On imagine c'est peut-être déjà dans les cartes aujourd'hui pour la croissance américaine notamment. Voilà, on imagine que ça réaccélère. Dramatiser à 2%, ça reste quand même un bon chiffre dans l'absolu. Donc, puis, la croissance nominale est revenue sur la tendance d'avant-crise. Le PIB a comblé complètement le gap Covid. En termes de niveau, ils sont vraiment, ils sont bien. Ils sont très bien. Non, mais c'est historique. Oui. Je veux dire que l'économie américaine rattrape à ce point-là le choc d'une crise. C'est historique par rapport aux crises précédentes, en tout cas celle de 2008-2009. Tout à fait. Donc c'est plutôt pas forcément négatif pour la suite.
Je pense qu'il ne faut pas lire ce chiffre-là en particulier au-delà de ces premiers éléments qui traduisent justement des choses que l'on savait déjà. C'est pour ça qu'on l'attendait en baisse. Bon, pas autant en baisse, mais il y a c'est un chiffre à interpréter, effectivement. Voilà, exactement, et à intégrer dans une dynamique qui reste quand même une dynamique porteuse sur la croissance américaine. Bon, que disent les entreprises de tout ça, Sébastien ? Période de publication, vous parlez du pricing power. Voilà, qu'est-ce qui vous surprend, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette période de publication On peut parler d'entreprises spécifiques avec vous. Non, c'est le but. Les publications sont bonnes. C'est ce que vous disiez. Les vrais problèmes, c'est sans doute pour plus tard, dans les marges des entreprises. Mais après, ça dépend. Tout l'enfer sera dans le détail. Et dans les secteurs aujourd'hui, on a eu STM, Dassault Systèmes, Capgemini. Pour elle, la vie est belle. Ouais. Elle est encore mieux qu'attendue. Ils ont tous les trois relevé leurs estimations pour 2021. Donc là, ça se passe très bien. Et le marché achète encore. Et le marché achète encore. Alors c'est tout le sujet en fait du marché actuel, c'est qu'on a le marché est de plus en plus momentum. C'est-à-dire que les gérants comme moi, qui sont des gérants stock pickers, nous sommes une minorité de plus en plus en position. Une espèce en voie de disparition, c'est ça ? J'espère pas. Mais en tout cas, on est minoritaire dans les flux. C'est-à-dire que les flux sont de plus en plus algorithmés, trackers, gestion passive, momentum. Ce qui veut dire qu'en réalité, et c'est le gros sujet, aujourd'hui, le sujet de la valorisation fondamentale du point de départ est devenu un point mineur. Donc la valorisation est aujourd'hui secondaire. Le plus important, c'est le momentum de révision. Donc les sociétés comme Capgemini ont revu en hausse leurs estimations. Ça monte. C'était comme Alten, des sociétés de très grande qualité au demeurant, mais elles montent de 5% parce que les résultats sont meilleurs que prévu. Les gens qui déçoivent, on s'en fout que ça soit pas cher. Ça a déçu, ça baisse. Donc en fait, le point de départ n'est absolument pas un sujet. Donc la valorisation absolue n'est pas le sujet. C'est juste la tendance à la hausse, à la baisse. Donc ça, c'est comme ça. C'était certainement pas le cas il y a 10 ans ou même il y a 5 ans. Donc en tant qu'investisseur, on doit s'adapter. Mais c'est quelque chose qui est très clairement une réalité qui peut faire que parfois les patrons sont un peu désarçonnés par leur valorisation. Et pourquoi aussi on voit des sociétés sortir de bourse parce qu'elles ne sont pas dans ce fameux momentum. Et quand on me dit les marchés sont chers, je dis c'est faux. Il y a des valorisations qui sont élevées sur certaines sociétés et d'autres qui sont au tapis et qui sont pas chères. Et demandez à Xavier Niel ce qu'il pensait de Iliad, et bien il va vous dire que c'était pas cher. Ouais. Donc voilà, donc on est dans cette situation un peu paradoxale. Demande au patron de Worldline ce qu'il a pensé de son Capital Market Day hier, moins 15%, ça baissait encore aujourd'hui. On se traite aujourd'hui en EV/EBITDA sur Worldline en dessous d'une fois quasiment un écart type par rapport à la valorisation historique, alors qu'on est sur des perspectives qui sont quand même pas mauvaises. Mais ça m'intéresse beaucoup, surtout dans des périodes de phase de publication. On regarde toujours effectivement le price action sur la publication, sur le jour de la publication, sur les 24 heures, les 48 heures. Mais derrière, est-ce que les choses se corrigent quand même ? Oui, c'est ça l'intérêt pour un stock picker, parce que vous ne tradez pas sur la journée, c'est pas votre point, ça. C'est que Sébastien. Non, mais c'est Worldline, ça va se corriger. Si c'est malvenu, si c'est une erreur du marché de mettre moins 15% sur Worldline, ça va se corriger. Avec le temps. Mais ça veut dire, mais une fois encore, tous les fonds de momentum n'ont aucune envie d'avoir du Worldline. Mais par exemple, ils n'avaient pas de groupe SEB. Mais il y a eu une publication de groupe SEB hier. Ça s'est envolé de plus de 10%. Ça s'est envolé jusqu'à 17 ou 18% en séance, parce que le marché se faisait super peur. Et ils ont dit, finalement, les coûts matières premières, on pensait que ça sera tant, ça sera un peu moins. Et puis la croissance, on pensait que ça serait ça sera un peu plus. Donc il y a eu un réajustement et ça a pris 15%. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on dit que sur des sociétés, la performance, vous la faites sur 2 ou 3 jours dans 2-3 séances dans l'année. Oui, bien sûr. C'est difficile de jouer au plus malin. C'est moins d'une dizaine de séances dans l'année où il faut absolument être là pour faire sa performance. Et sur des boîtes, c'est un peu ça. Donc c'est difficile. Donc ça veut dire que faut attendre, il faut être patient. Mais Et en même temps, Sébastien, on voit le secteur bancaire, on voit le secteur énergie au sens large, qui sont justement, alors là en termes de momentum, c'était les secteurs à la cave, personne n'en voulait. Comme vous dites, on ne regardait plus la valorisation, même si c'était plus que pas cher, ça n'empêchait pas les titres de rester au table. Là, ça change sur ces secteurs-là, par exemple. Les gens, c'est beaucoup traité en panier. Et ce qui veut dire qu'on va faire la thématique taux d'intérêt, et on va mettre dans le même panier des boîtes
qui, par exemple, vont avoir un impact direct en chiffre d'affaires et en profitabilité lié à la hausse des taux d'intérêt, et d'autres qui sont considérées comme des financières au sens large, dans le panier financier, et où les taux d'intérêt, pour elles, n'auront aucun impact, entre guillemets, et pourtant, ça montrera pareil. Donc, je veux dire, on est un peu là-dedans, donc il faut ça prend du temps. Donc c'est pour ça que c'est un métier qui est passionnant. Mais c'est une réalité du... Il ne faut pas regarder le marché au jour le jour, et puis il ne faut pas dire cette boîte vaut tant, c'est bien, ça s'ajustera tout le temps. C'est le temps long qui est important. Ouais. Sur l'ambiance de marché actuelle, Julien, alors on parle de sujets problématiques. Le mois de septembre a été un mois à problème, entre guillemets. Les craintes, inflation, ralentissement, décélération de la croissance, le début de virage des banques centrales, des politiques monétaires. Un mois et demi après, le S&P 500 est à quasiment 4600 points au plus haut historique. Rien n'arrête le momentum de marché. Est-ce à dire que les craintes ne sont pas suffisamment importantes pour que les investisseurs s'arrêtent là ? Il y a aussi la prise en compte de la nouvelle politique interne chinoise et la réaction par rapport à la situation immobilière. Alors, il y a quand même un lien, même si je travaille sur les comportements, il y a quand même un lien entre le niveau d'activité économique et le niveau des prix de bourse, mais sur le moyen-long terme. Il se trouve que l'activité économique, elle a fait, selon mes études, un point bas fin 2018, début 2019, relativement important. Le phénomène Covid, je ne le traite pas dans le cycle, puisque c'est pas un... C'est une parenthèse pour vous. Voilà, c'est pas un élément du cycle, je ne peux rien en dire. Je constate qu'effectivement, il a modifié la forme du cycle, mais il y a toute chance pour que pour que le cycle perdure, même s'il prend une forme un peu différente. Ce qui nous amène jusqu'à fin 2022, début 2023, pour avoir le prochain creux cyclique. Voilà. Donc, on doit avoir quelque part, en ce moment, ou un peu plus tard, un ralentissement économique. Alors, qu'est-ce qu'on voit en ce moment ? On sait que la Chine, qui a repris l'activité post-Covid plus tôt, a déjà acté le ralentissement et qui est en train de se confirmer dans l'ensemble de l'Occident. Quand je parle de ralentissement, c'est une moindre vitesse de la croissance, une croissance négative, moindre vitesse de la croissance. Voilà. Alors, est-ce que le marché action escompte ça ? De toute évidence, aux États-Unis, il ne l'escompte pas, puisqu'en étant sur un sommet historique ou quasiment sur un sommet historique, on n'a pas ça. En revanche, on voit que l'Europe sous-performe le marché américain et finalement, elle escompte un peu ça. Alors comme elle est un peu plus sensible au niveau des valorisations, on peut se dire que le ralentissement devrait arriver. Et ce qui se passe en ce moment, sur le marché américain, c'est une amélioration des multiples ou une réelle amélioration des profits d'entreprise qui seront publiés au T1 en janvier de l'année prochaine. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Ce qui m'importe là, c'est plus de me dire quelle est la psychologie en fait du marché. C'est-à-dire, je sors de la partie cycle pour revenir sur le comportement global de la foule qui forme les prix. Et je vous disais, je crois que c'était mi-juin à peu près, que je préférais sortir du marché d'actions et d'attendre. Non pas que je voyais un risque particulier, mais qu'à mon avis, il y aurait plutôt de la volatilité. Donc c'est ce qui s'est passé en Europe. On a fait plus ou moins 5%. Enfin, bon. On est sur les niveaux de début d'été, c'est ça, grosso modo. On est sur la partie haute en ce moment. Il n'y a pas longtemps d'être sur la partie basse. Bon, enfin, ça ne bouge pas beaucoup. Mais je ne voyais ni euphorie, je ne voyais pas de problème. Il y a juste que je savais qu'au niveau du cycle économique, il y avait quelque chose. Il fallait faire attention. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé au cours des 3-4 derniers mois. Et c'est pas certain, mais c'est pas impossible que la complaisance ait beaucoup monté. Et je suis pas catégorique, mais autant j'avais pas de complaisance en juin-juillet. Enfin, en juin, c'est sûr qu'il n'y en avait pas. Il y a juste des discours qui avaient changé. C'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'il fallait être prudent, on ne disait plus qu'il fallait être prudent. On disait qu'il fallait des actions. Voilà. C'est quoi les indices aujourd'hui qui vous amènent sur cette idée de complaisance, peut-être ? Principalement des indices sur la volatilité et le marché des options. Volatilité implicite, donc dans le prix des options, et du rapport qu'il y a dans les positions ouvertes sur les marchés d'options. C'est quelque chose qui se produit de temps en temps, qui ne signifie pas nécessairement une crise financière, mais quand ça se produit, ça veut dire qu'une nouvelle non escomptée peut avoir un impact très fort sur les prix. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc je constate que la complaisance est plutôt là. Et ça ne m'incite pas à participer au rallye qui pourrait se produire, parce que novembre, décembre, janvier, en général, c'est bon. Soyons clairs, il ne faut pas du tout inquiéter les gens. Mais c'est assez paradoxalement... Je trouve que le risque n'en vaut pas le jeu. Non. Assez paradoxalement, alors qu'on est sur des sommets historiques, et que je vous écoute depuis quelques années, généralement,
les sommets appellent des sommets. Vous dites là, on est peut-être dans une situation assez contre-intuitive où on est sur des sommets, mais le marché est beaucoup plus vulnérable qu'il ne l'était il y a quelques mois sur ces mêmes sommets. C'était le T1 2018, où justement le marché était sur une forme de sommet historique, et je disais il va y avoir un ralentissement, je ne sais pas quand, je préfère sortir du marché. Moi j'ai passé 8 mois à regarder les prix de 1,5%, 1%, etc., pour tout d'un coup que ça perde 20%, ou 20 ou 30% selon le marché qu'on regardait. Je ne sais pas si c'est ce qui va se produire, mais je suis dans une situation qui est un petit peu analogue, et donc qui m'incite à être très peu exposé, mais c'est pas une très faible exposition, ni par prudence. Nous avons eu une exposition très forte aux actions pendant très longtemps. Oui, bien sûr. Donc, oui. Il s'agit simplement de dire, est-ce que le risque vaut d'être pris ? Je ne le pense pas. Voilà, donc je suis toujours très conservateur sur la partie action. Bon, si on s'interroge sur le niveau de complaisance des marchés, je ne sais pas, sur les marchés que vous regardez, Zaccaria, de crédit. Sur le marché de taux, c'est un peu ça secoue un peu en ce moment. Ça secoue un peu. Oui, c'est là où ça secoue, en fait. Voilà, exactement. La vol du marché action rebaisse, mais sur les taux, c'est là où ça remonte. C'est là où ça secoue fortement, surtout sur la partie courte de la courbe, donc c'est de 0 à 5 ans. Et en fait, ça crée aussi des opportunités. Donc sur le marché du crédit, c'est là aujourd'hui le segment qui pourrait être le plus intéressant à investir. Parce que les taux remontant, les spreads de crédit restant globalement stables, ça crée cette opportunité-là. Avec la différence avec le marché des actions, c'est qu'on a, on a une échéance, on a un terme. Ouais. Donc si on peut supporter la volatilité jusqu'à proche de l'échéance, on peut avoir un rendement qui est certes limité, mais qui est moins risqué actuellement. Quand on voit le marché du crédit, c'est un marché d'un point de vue complaisance. Quand on regarde les primes de risque qui sont données par le marché du crédit par rapport aux taux de défaut qui sont attendus, voire même historiques, il y a encore de la marge. Il n'y a pas de complaisance au sens propre du terme. On est rémunéré pour le risque que l'on prend. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais le risque que l'on prend est justement rémunéré. Et donc, dans ce sens-là, ça reste quand même quelque chose d'intéressant d'un point de vue investissement. L'autre chose, c'est qu'on assiste vraiment à une migration. En fait, avec la crise du Covid, les agences de notation ont dégainé très vite. On leur a reproché ça en 2008, donc ils ne se sont pas fait prier en 2020. Ils ont dégainé très vite. Il y a eu beaucoup d'émetteurs qui ont été downgradés, dont la note a été baissée. Et là, en fait, on assiste à une migration. Là, on est à peu près à 7% de l'univers high yield, donc des moins bien notés, qui a déjà migré sur l'investment grade. Et c'est un mouvement qui est vraiment important. Et comme on dit, c'est les rising stars, c'est ça ? Voilà, les étoiles montantes qui sont passent d'une catégorie mauvais élève à une catégorie bon élève. Voilà. Et du coup, ça touche des petits noms comme des gros noms, et ça a vraiment un impact sur la valorisation de ces instruments-là, justement, de par la gestion passive, parce qu'il y en a. Ça rentre pareil. Dans un univers. On change de catégorie et donc ça attire de nouveaux investisseurs, de nouvelles catégories d'investisseurs, de nouveaux investissements. Il nous reste 2 minutes pour parler de Tesla. C'est très ouvert. Je sais que le sujet tech vous intéresse évidemment et on a parlé de Tesla tous les jours là, depuis quelques temps. Sébastien, je sais pas, c'est quoi votre commentaire ? Moi j'ai plein de questions, mais il nous reste 2 minutes. Donc, c'est intéressant parce que c'est une société qui va faire 70 milliards de chiffre d'affaires l'année prochaine. 15 ou 16 milliards d'EBITDA et qui est valorisé effectivement plus de 1000 milliards. Ouais. Donc tu dis c'est un peu cher, 70 fois l'EBITDA. Mais dans les faits, sachant que Renault se paye 2 fois son EBITDA. Donc c'est ça qui doit les faire pleurer, c'est qu'il y a un différentiel de valorisation qui est juste monstrueux et qui leur donne un avantage compétitif extraordinaire. Mais dans un marché uniquement momentum, il faut se rappeler un truc sur les 4 dernières semaines. Les estimations de résultats attendus de Tesla sur l'année en cours ont été augmentées de 12% sur les 4 dernières semaines. Et sur la dernière année, les estimations de résultats attendus sur 2022, mars 2022, ont été augmentées de 2,5 fois. Donc en fait... C'est pas cher. En fait, non mais c'est pas cher. Non, mais ce qui se passe, c'est que c'est peut-être pas si cher. Non, mais 70 fois l'EBITDA, il y a plein de boîtes de tech qui se payent swap. C'est parce que ça implique beaucoup de croissance. Bien sûr. C'est ça un peu l'histoire. Mais on est sur des chiffres qui existent et qui sont vraiment représentatifs de la période actuelle. C'est-à-dire que certes, les multiples sont très élevés, mais c'est des gens qui délivrent. C'est-à-dire que depuis 18 mois, ça veut dire que l'investisseur qui regarde Tesla, il remarque à chaque publication, il va dans Excel,
et il augmente les estimations attendues. C'est une valeur qui est de moins en moins spéculative de ce point de vue-là, Non, vous diriez, ça reste Sébastien. super spéculatif, mais ça le reste. Parce que quand vous payez 70 fois les bidas, il n'y a pas le droit à l'erreur. Ça implique que vous devez constamment justifier votre capacité à surprendre positivement. Oui, battre vos propres objectifs en permanence. Et à un moment, les lois de la pesanteur marchent. Et c'est difficile. Moi, ce que je dis quand je donne des cours, c'est toutes les boîtes du monde, à un moment, se finiront par se payer 10 fois les bidas. Donc si tu fais 1000 milliards de capitalisation, il faut se dire, est-ce qu'un jour Tesla fera 100 milliards d'EBITDA, oui, non. Après, les gens qui se moquaient de Tesla, à juste titre, il y a des années, parce que c'était industriellement parlant, ils avaient du mal. Le fait est qu'aujourd'hui, industriellement parlant, ils ont moins de mal et ils délivrent. Ils ont une vision qui a été moquée, qui est aujourd'hui une réalité. Moi, j'ai lu la biographie d'Elon Musk, ce qui est assez intéressant et ce qui a fait, par exemple, dans SpaceX ou dans Tesla, dans SpaceX, c'est pour ça qu'il a tué beaucoup de gens, c'est que quand une pièce coûtait $1 million à faire chez Ariane ou chez Boeing, il allait voir un ingénieur de talent et il disait, tu me fais la même pièce pour $10 000. Tu as 2 ans, tu as 3 ans, tu y arrives, tu es riche, tu n'y arrives pas, tu es viré. Et dans les faits, plus d'une fois, c'est arrivé en se grattant la tête, en étant disruptif. Ils sont arrivés à faire la pièce à 1 million, que tout le monde faisait 1 million, parce que c'est de l'argent public, qu'on ne se posait pas la question de savoir, ça coûte, mais c'est pas nous, ce n'est pas notre argent de toute façon. On le faisait. Donc du coup, avantage compétitif, avantage dans l'appréhension du sujet. Et puis lui, il a une vision globale, Musk, parce que c'est à Tesla, il y a SpaceX. Les constellations de satellites, ça servira à faire marcher aussi. Pas se tromper, les trucs de basse orbite, ça fera marcher. Ça sera des réseaux qui feront marcher les Tesla. Donc tout ça, c'est bien. Faut qu'on s'arrête là. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour Planète Marché ce soir. Sébastien Lalvé, la financière Arbevel, Zakaria Darwish, CPR Asset Management et Julien Nebenzal, le président de Futur-IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique chaque soir. Le thème ce soir, c'est celui de l'Admageddon. On va vous expliquer de quoi il en retourne avec Julien Messia qui est à mes côtés. Julien, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur de la recherche et développement de Quantology Capital Management. Parce que c'est une boîte de tech, Quantology Capital Management, c'est ça, Julien ? Exactement. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en boîte le comportement des investisseurs. Voilà, parce qu'on croit à l'intelligence collective. Et en fait, on utilise des algorithmes, des statistiques pour modéliser le comportement des investisseurs. On n'a jamais raison tout seul sur les marchés. Exactement. Enfin, on peut avoir raison, mais c'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent. C'est très bien résumé. C'est ça le sujet. Très bien résumé. On parle avec vous. Alors, on va parler de la tech américaine, puisqu'on est en pleine séquence de publication d'entreprise. Mais je voulais qu'on explique peut-être cette menace Admageddon. Donc, c'est le terme que les anglo-saxons utilisent pour matérialiser le risque, donc Armageddon, dans le monde de la publicité en ligne. Et c'est vrai qu'on en parle, alors ceux qui suivent ça de près en parlent depuis des mois, des trimestres maintenant, sauf que depuis qu'on a eu quelques résultats, ceux de Snap en fin de semaine dernière, ceux de Twitter également il y a quelques heures, quelques jours à peine, on a vu Snap s'effondrer de 25%, exactement. Twitter s'effondrer de 10%, Facebook, alors pour de multiples raisons, mais lui aussi qui vacille quand même, notamment avec des questionnements sur le modèle et la pertinence du ciblage publicitaire de ces grandes plateformes qui sont des applications plugué sur l'écosystème Apple. Parce que le point commun du sujet à toutes ces entreprises, c'est Apple. C'est exactement ça. C'est-à-dire que typiquement, une boîte comme Snapchat, quand on regarde les fondamentaux, ça n'a aucun sens qu'elle soit au niveau où elle est. Sauf que nous, on est investisseurs momentum. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir la tendance. Et Snapchat, depuis maintenant 2 ans, 2 ans et demi, à chaque publication, c'était des nouvelles positives qui arrivaient. Et donc, c'était des signaux intéressants pour entrer. Et c'est ce qui s'est passé. On avait une position sur Snapchat depuis l'été, qui a très bien déroulé. Snapchat était au plus haut historique. Et évidemment, avant la publication, nous, notre process, c'est de couper la position, parce que c'est du risk management, typiquement. Et donc, moins 25, on voit le truc qui arrive. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ces boîtes momentum, ce qu'il faut se dire, c'est que comme ce n'est pas soutenu par des fondamentaux, à partir du moment où la tendance corrige, il faut sortir le plus vite possible. Et j'en ai pour preuve que, donc, il y a eu moins 25 la semaine dernière, mais encore cette semaine, c'est un drame, on est encore à moins 5, moins 6 depuis le début de la semaine, dans un marché qui up.
Ce qui veut dire que le problème est spécifique à la boîte, à Snapchat, et que la communication n'arrive pas à rassurer les investisseurs, puisque le titre continue à baisser. Donc en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser attendrir par une affection par rapport à la société, mais se dire, voilà, pour l'instant, c'est dead money, on n'entre pas, on attend qu'un news flow positif revienne dessus. Les vieux gérants disent faut pas tomber amoureux de ces valeurs. Ah bah alors ça pour le coup, c'est une règle d'or. C'est très juste, exactement. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe autour de la pub là? Parce qu'il y a Snap, il y a Twitter, il y a Facebook, à chaque fois quand même des grosses activités de publicité en ligne, je le disais, pluguées sur l'écosystème Apple. Tout le monde craint que les modifications des paramètres de confidentialité d'Apple soient une remise en cause profonde peut-être des modèles de publicité en ligne. Bah déjà, ce qui est intéressant, c'est de montrer que tout cet univers est interconnecté. À savoir que c'est des boîtes qui sont indépendantes les unes des autres a priori, mais en fait, on se rend compte que si l'une modifie quelque chose, l'impact est global sur l'ensemble des secteurs. Donc ça démontre effectivement la fragilité de ce système-là, qui est quelque part hyper optimisé, tellement optimisé que dès qu'il y a un grain de sable dans le rouage, eh ben, la réaction, elle est catastrophique. Donc oui, c'est pour ça que c'est un univers qu'il faut gérer avec des règles très précises et des règles immuables, systématiques. Nous, on a des règles systématiques, à savoir que la décision du gérant est une décision qui est liée à un algorithme. Et donc c'est pour ça que l'affectif ne joue en rien là-dedans. Donc et c'est la raison pour laquelle également, quand un investisseur traditionnel fondamental raisonne sur Snapchat, sur Apple, sur Twitter, il ne faut pas raisonner de façon unique sur la société, mais au niveau du secteur en général. Voilà. Et donc voilà, donc c'est en ça que c'est vraiment un secteur qui raisonne beaucoup plus à des techniques comportementales et des techniques fondamentales. On en parlait avec des stock pickers juste avant qui reconnaissent eux-mêmes que les marchés sont momentum aujourd'hui et que la valorisation devient complètement mineure et secondaire dans l'analyse. Alors, à propos de momentum, justement, donc à l'inverse de Snap, c'est Tesla qui n'arrête pas de s'envoler. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce momentum sur l'action Tesla aujourd'hui? Est-ce que Tesla est une valeur inshortable d'une certaine manière, qu'on ne peut plus vendre à partir du moment où elle atteint cette puissance de momentum en entrant en plus dans le club des valeurs qui pèsent 1 trillion sur le marché? Alors là, il y a plusieurs arguments. Pour reprendre une expression comique assez connue, c'est par rapport à ceux qui ont essayé de la shorter, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Voilà, donc ça a coûté très cher à certains. Ça a été la valeur la plus shortée quand même à un moment, pendant longtemps. Mais simplement, il faut se rappeler des discussions qu'on peut avoir avec différents gérants de la place. Moi, je me rappelle, il y a 3 ans, même 2 ans, quand on parlait de Tesla, à chaque fois, les gens disaient « mais non, mais c'est totalement dingue, la valorisation, machin ». Sauf qu'en fait, 3 ans après, ça fait x5, x10. Bon, en fait, aujourd'hui, Tesla, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au-delà de l'aspect business qui commence effectivement à délivrer, ce qui est important, c'est le poids que le titre prend dans les indices. Un exemple, fin 2020, donc le S&P a annoncé l'intégration de Tesla dans son indice. Et entre le moment où l'annonce a été faite et l'intégration effective, donc il y a 1 mois de lag, le stock a pris 40%. Incroyable. Voilà. Donc c'est en ça que... Et je me souviens, parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui me disaient, moi, dès qu'ils sont intégrés au SPI, c'est là où je vendrais. Ah bah, en fait, même pas, il fallait pas vendre. Mais non, mais c'est ça qui est dingue. Oui. Mais voilà. Et en plus, comme derrière, il y a toute la partie ETF qui réplique les indices, qui maintenant est énorme. C'est-à-dire qu'aux US, il y a 3/4 des flux qui vont directement sur la gestion passive. Donc, quand on achète un ETF S&P, on achète du Tesla. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, essayer de faire le malin en disant non mais Tesla, moi j'y crois pas. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. En fait, c'est vraiment ça qui est assez problématique, c'est que des gens essayent d'avoir raison tout seul. Sauf que quand on a tort tout seul, c'est terrible. Voilà. Et là, vous dites sur Tesla, par exemple, c'est si on se met pas vendeur aujourd'hui sur Tesla. Il n'y a aucun signal qui permet d'envisager la possibilité de commencer à réfléchir à être short Tesla. Strictement aucune raison. Et j'en prends acte aujourd'hui. Encore une fois, un exemple factuel. La publication de Tesla a eu lieu le 20 octobre. Sur la publication, rien de particulier, le prix n'a pas bougé.
Par contre, donc ça valait quelque chose comme 800, 850 de tête. Hein. Là, aujourd'hui, avant que j'arrive, là, je voyais Tesla à 1050. Ouais. Donc ça a pris quoi? Ça a pris 25% entre le 20 octobre et aujourd'hui le 28. Donc ça veut dire en 8 jours, ça a pris 20%. Il faut imaginer en milliards de dollars ce que ça fait. C'est énorme. Ben on l'a vu, hein, le contrat Hertz, c'est 4 milliards de chiffre d'affaires pour Tesla. Ça a donné 120, 200 milliards aujourd'hui de capitalisation boursière. Il nous reste 3 minutes. Alors, il y a plein de boîtes que vous suivez et dont vous voulez parler. Julien, malheureusement, il va falloir en choisir une. Moi, je veux bien qu'on reparle de Lending Club. J'avais suivi il y a quelques années, effectivement, alors l'ascension puis le crash de Lending Club sur le marché américain. Qui était fondé et dirigé par un Français à l'époque. Hein. C'était l'histoire. C'est pour ça qu'on suivait notamment depuis Paris l'aventure Lending Club. J'avoue que j'en ai plus du tout entendu parler depuis, donc ça m'intéresse de savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Eh ben, écoutez, en fait, beaucoup de gens, je pense, considéraient que la société est un peu morte, en tout cas, était totalement sous les radars. Mais sauf que on assiste à un renouveau de la société depuis en fait le printemps de cette année. Puisqu'en fait, alors si je ne me trompe pas sur les chiffres, donc au printemps, au mois de mai, ça valait 15, là ça vaut 40. Donc ça a fait presque x3 en quelques mois. C'est toujours un modèle de prêt entre particuliers où ils ont complètement pivoté? Non, ça n'a pas changé, mais mais simplement c'est la perception des investisseurs sur le titre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que à chaque publication, là je prends celle-ci, je prends celle d'avant. Celle-ci, donc là, ça a publié hier soir. Là, on est à plus 30 à l'instant T. La publication précédente, ça avait plus 40, encore une fois. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que oui, effectivement, en termes de business, il y a quelque chose qui se passe, mais aussi de voir que nous, typiquement, on s'intéresse à des signaux faibles avant les publications. Et on avait détecté des signaux qui nous permettaient de prendre une petite position sur Lending Club. Donc là, on est plutôt satisfait du fait que ça prenne 30% sur la journée, quoi. Oui, c'est une boîte. La psychologie de marché s'est complètement retournée sur Lending Club aujourd'hui. Exactement. Après que le titre a été dead money, sous les radars pendant des années. Massacré pendant 1 an et demi. Ouais. Et là, c'est un retour en grâce depuis le printemps de cette année. Et il ne serait pas étonnant de voir que certains investisseurs commencent à s'y intéresser à nouveau et de voir la volatilité baisser et de voir qu'à nouveau, on puisse retrouver une qualité sur ce titre. Bon. Le phénomène de foule à Wall Street est toujours aussi important. Vous étiez venu nous parler des meme stocks, du phénomène Wall Street Bets. Oui, on en parle moins parce que on en parle moins parce qu'on s'est habitué que ça y est, cette classe d'acteurs de marché est intégrée aujourd'hui dans les marchés. Totalement intégrée. Et puis en plus, il faut avoir en tête qu'il y a un phénomène de gamification dont on avait parlé la fois dernière. À savoir que maintenant, avec les applications, chaque particulier qui veut boursicoter, il peut le faire sur son portable, dans le métro, entre son domicile et son travail. Donc en fait, ça crée des nouveaux acteurs qui, eux, ne s'intéressent pas du tout aux fondamentaux de la société. Non. Mais par contre, ils vont acheter Tesla parce qu'ils voient Elon Musk comme une icône. Et donc, ils veulent participer à son succès. Ouais. Et quelque part, en prendre part aussi. Et donc ça reste, hein. C'est quelque chose qui est là pour rester. C'était votre conviction déjà à l'époque. Qui va encore augmenter, se développer. Merci beaucoup Julien, merci d'être venu nous parler donc de ce thème du momentum à travers quelques exemples qu'on a pu citer ici et là sur le marché américain, notamment Julien Messia qui était avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, directeur recherche et développement de Cantologie Capital Management. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.